C'est parti pour notre dernier échange autour du cloud responsable. On va parler de bonnes pratiques. On a avec nous Philippe de Maison. Philippe de Maison, bonjour. Bonjour. Alors Philippe de Maison, vous êtes Technology Executive Advisor et Sustainability Ambassador chez AWS. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on va essayer de faire un petit peu un état de l'art de tout ce qui est bien et tout ce qu'il faut faire. Vous êtes bien placé pour le savoir. Et dans un premier temps, on va voir un petit peu quelle est votre approche sur le cloud et toute cette question de sustainability. On y va. Alors, déjà, expliquer un peu le titre qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc, mon rôle au quotidien, c'est d'accompagner nos clients pour que, justement, ils puissent prendre cette dimension, en fait, de cloud responsable. Et mon quotidien, c'est d'arriver à résoudre une équation qui est la nôtre au quotidien, qui est de travailler sur, justement, faire en sorte que nos usages, on parle le mot sobriété en ce moment, est très utilisé, effectivement, que nos usages soient sobres en la matière. Donc, en ce qui concerne la très bonne question qui est de dire, finalement, le développement durable environnemental et le cloud, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien ? La première des choses, c'est qu'il faut c'est pas naturel pour nos clients d'arriver à comprendre en quoi le cloud est peut-être plus vertueux que son data center privé habituel. Parce que qu'est-ce qu'un data center privé ? Ce sont des murs avec des serveurs dedans. Qu'est-ce que c'est qu'un cloud ? Ce sont des murs avec des serveurs dedans. Donc l'idéal pour eux, c'est de dire, OK, je veux bien aller dans le cloud, mais pourquoi et qu'est-ce que ça me donne ? Où est la valeur ajoutée ? Exactement. Donc pour ça, on a fait des études parce qu'on avait besoin de chiffres, les clients nous le demandaient. On a fait des études avec un cabinet externe qui s'appelle le cabinet 451 Research. Et on a fait des études donc aux États-Unis, en Asie-Pacifique et en Europe, où on a comparé avec un sondage en fait auprès des clients qui avaient des data centers privés. Et on a pris la même charge de travail dans leur data center privé. On a regardé ce que ça consommait comme énergie dans le cloud. Et là, en fait, selon les plaques géographiques, déjà, on a vu que le rapport énergétique n'est pas les mêmes. Donc, aux États-Unis, par exemple, eh bien, on est 3,6 fois plus efficace dans le cloud que sur le data center privé. En Europe et en Asie, on est sur un facteur 5. Alors, rassurez-vous, les Européens ne sont pas obligatoirement les derniers de la classe. C'est juste qu'en fait, ils utilisent des matériels informatiques qui en fait, renouvellent beaucoup plus régulièrement. De ce fait, ils se retrouvent en fait, avec des matériels qui, certes, sont plus robustes en termes de la gestion de l'efficacité énergétique. Mais par contre, quand on change trop souvent de matériel, ça a un impact aussi. Mais bon, on va laisser les Américains de côté. Sur la partie européenne, on a ce facteur 5. Donc on revient toujours sur nos murs. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi en fait on peut considérer que la durabilité du cloud est un vecteur intéressant ? Eh bien c'est tout simplement parce que nous sommes le cloud de manière générale, eh bien le transport en commun de l'IT. En fait, on est le blablacar de l'IT. On est dans une logique où finalement on va mettre ensemble eh bien, des clients sur une ressource qui est identique. En l'occurrence, eh bien, en fait, on va pouvoir faire en sorte que telle la voiture qui est finalement garée, que personne n'utilise, eh bien, si on prend un transport en commun, il continue de tourner. Et c'est exactement une des raisons pour lesquelles on a le facteur 5. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc il faut aussi l'expliquer et aussi le démontrer. On a des clients qui ont fait effectivement ces calculs-là, qu'on retrouve sur le facteur 5. Ça, c'est très important parce que souvent, on a une question de dire est-ce qu'on est sûr des données qu'on a ? Donc là, il y a la preuve qu'on est bien sûr. Il y a la preuve et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a même la preuve avec certains clients qui ont témoigné sur ce sujet pour dire on retrouve ça dans nos data centers et donc des clients français. Donc ça, c'est intéressant. Le deuxième élément qui se cache derrière ce fait qu'on ait ce facteur 5, on dit ok, d'accord, le transport en commun, mais qu'est-ce que ça... Pourquoi il y a ça ? Alors, la deuxième raison, c'est que nous fabriquons nos propres hardware. Alors, ok, mais pourquoi ? Que ça change quoi ? En fait, c'est un peu le syndrome du traitement de texte. Le syndrome du traitement de texte, c'est moi en tant qu'utilisateur, finalement j'utilise le gras, le souligné, l'italique, le summum que je puisse faire, c'est une table des matières. Autrement dit, finalement par rapport à l'ensemble des fonctionnalités, c'est moins de 10%. Alors qu'en fait, finalement, les ressources engagées, c'est la totalité de mon traitement de texte qui est sur le disque, en mémoire et qui utilise le processeur. Inadéquation entre les usages et la ressource. Du fait que nous fabriquions notre propre hardware, au départ pour des problématiques de sécurité et économique. Bien sûr. Mais il se trouve que ça nous permet de mettre en adéquation ces usages et ces ressources et faire que finalement le cloud soit un outil de décarbonation sans d'ailleurs transformation digitale particulière au travers même de l'applicatif.
Je vous arrête parce que c'est effectivement un gros problème qu'on a vu dans les échanges qu'on a eu avant, qui était de dire à un moment donné, le surdimensionnement n'est pas en adéquation par rapport aux vrais besoins. Donc si on a cette agilité-là, déjà, on fait déjà une partie du chemin. Exactement. Donc ça, c'est le premier élément. Donc c'est effectivement le cloud en lui-même est un vecteur qui permet de travailler sur ce fameux Green IT. Mhm. Mais finalement, l'essentiel de mon travail et des équipes qui m'entourent est d'accompagner nos clients sur le deuxième volet. C'est cette fois-ci la durabilité, donc le côté durable des usages, donc dans le cloud. Voilà. Donc c'est pas le cloud en lui-même, il a beau être vertueux, eh bien on est toujours sur cette logique de voilà, comment je fais pour pouvoir faire en sorte que je sois vertueux dans mes usages. Et là, clairement, on a tous, et c'est normal, cette logique de vouloir au départ qu'on achète par exemple une machine à laver, on veut tous la AAA+++, la machine à laver formidable qui consomme moins. Mais on a tous aussi un jean préféré et que finalement, au dernier moment, on dit « Oh, il est pas propre, etc. » Et au lieu de lancer une machine à 5 kilos, on va mettre juste un jean dedans. Eh bien, en fait, ce comportement-là, on l'a tous. Et imaginez donc à la dimension et la flexibilité du cloud et à la dimension des entreprises. Et c'est sur ce segment-là que nous mettons vraiment l'accent pour accompagner nos clients en termes de méthodologie. Donc, nous avons développé une méthodologie qui s'appelle le Well Architected Framework, en bon français. Donc, c'est donc cet ensemble de bonnes pratiques. Et nous avons développé un pilier développement durable pour pouvoir accompagner nos clients sur ce sujet. Alors ça, c'est hyper important. Et puis, vous avez une vision qui est assez précise, qui est celle de dire, il y a ce qui est dans le cloud et ce qui vient du cloud. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, notre approche est de dire, on va faire, et c'est de notre travail, c'est la responsabilité partagée en termes de modèle, de faire en sorte que la durabilité du cloud soit la plus vertueuse possible. Mais les clients, finalement, n'ont pas voix au chapitre. Ça reste quelque chose qui est sur nos épaules. Donc, confère le transport en commun et la notion de traitement de texte. C'est de notre ressort. Là, le gros avantage, c'est qu'on va accompagner nos clients à faire en sorte que leurs usages soient vraiment aussi en adéquation par rapport à leurs besoins. Et la première question de cette méthodologie, c'est est-ce que vous avez vraiment besoin de cet applicatif ? Et on travaille dans la durée. C'est un effort que l'on fait dans la durée pour les accompagner. Et c'est quelque chose qui, plus est gratuit. Ça fait partie du travail des architectes au quotidien. Il n'y a pas une petite résistance au changement par rapport à ça ? Alors, c'est une très bonne question parce que là, on discute en tant qu'acteur de l'IT, c'est la Cloud Week, mais il faut savoir que ce sont les métiers, les gens du business qui, au quotidien, quand on leur demande leurs besoins, ils vont dire, donc ce fameux SLA, ces Service Level Agreement, ils veulent ceinture, bretelles, ils veulent toujours avoir le mieux du mieux. Et là, on peut prendre un exemple sur la donnée. Un des premiers services d'AWS, c'est Amazon S3. Donc, un des 3 S, c'est Storage. Et donc, en fait, c'est une solution qui a vocation de pouvoir poser des données avec, finalement, une longévité et une sécurité qui est très forte. Et il se trouve que là, en l'occurrence, par défaut, si on ne réfléchit pas, effectivement, on a ceinture bretelle, puisqu'en fait, pour un octet écrit, il y en a 6 qui sont répliqués. Donc, en fait, ils sont mirorés dans 3 zones éloignées géographiquement parlant. Donc, là, on est sur quelque chose qui est extrêmement riche en termes de développement durable. Et en fait, la question, c'est que si on va voir les métiers et qu'on leur explique qu'en fait, on peut être finalement un peu plus frugal dans les usages en conservant aussi en fait des copies ou autres, eh bien, on peut passer de, par exemple, 6 à 2 copies. Et donc, arriver à faire qu'on arrive à avoir l'adhésion des métiers en leur expliquant que c'est pas pour gagner gouvernement de l'argent, mais que c'est aussi pour pouvoir faire en sorte que les usages soient plus sobres. C'est une question d'accompagnement et de conviction, en fait. De conviction, et ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est l'écho que l'on peut avoir au niveau des métiers, des développeurs. Donc, un des axes, par exemple, de ce fameux 6e pilier des best practices que nous mettons en avant, c'est aussi le code. Donc, même si effectivement, ce n'est pas dans le cloud en lui-même, le fait qu'on puisse avoir des outils de revue de code qui permettent de dire, bon, là, tu étais pressé apparemment en tant que développeur. Tu avais une deadline un peu difficile, mais ça serait bien qu'on revoie le code. Donc, nous avons des accords avec un certain nombre de partenaires éditeurs qui font des revues de code et qui permettent d'arriver à faire qu'on puisse calibrer d'abord avec des index officiels sur la notion de qualité environnementale du code et aussi, bien sûr, et ce qui est important, mesurer les progrès dans la durée. Si on parle un petit peu de votre vision sur l'avenir, parce qu'à un moment donné, il faut aussi se projeter, parce qu'on voit que les actions, elles sont concrètes, elles sont efficaces. Enfin, en tout cas, on voit leur retour. Comment vous voyez les choses évoluer, aussi bien en termes, je dirais, d'usage, qu'en termes, je dirais, d'appropriation de cette démarche sustainable, entre guillemets?
Alors, c'est une bonne question parce qu'en fait, on voit qu'il y a une vraie progression. Il se trouve que pour ma part, ça fait 9 ans que je travaille chez Amazon Web Services. Et donc, en l'occurrence, on voit une progression, et y compris sur ce sujet du développement durable environnemental. Et il se trouve que la France 1 est pionnière en la matière. Donc, jusqu'alors, on était beaucoup sur la mesure, donc le fameux Green IT dont je parlais tout à l'heure, avec combien j'utilise de ressources et quelle est mon empreinte CO2. Maintenant, on est beaucoup plus sur la solution au travers donc du dans le cloud et sur les usages. Mais en fait, maintenant, on est en train de voir on est plus finalement sur de l'IT for green, c'est-à-dire qu'en fait, plus dans une recherche de solutions basée avec les outils de l'IT. Et donc, cet IT for green, on travaille aussi avec des partenaires, beaucoup, pour faire en sorte que cette fois-ci, au travers de la data, au travers du machine learning, eh bien, on puisse finalement, à partir de la mesure que l'on a effectuée sur la totalité d'une entreprise, décarboner la part qui n'est pas IT de l'entreprise et faire que finalement le cloud fasse partie de la solution. Et ça, c'est à la fois extrêmement intéressant dans les conversations que l'on a avec nos clients, parce qu'ils voient au travers du cloud cette capacité d'être un outil qui permet d'arriver à voir les progrès et aussi d'avoir une sorte alors le mot était aussi un peu la mode, une disruption dans la façon dont on voit les choses, parce que la donnée nous amène des éléments qu'on n'avait pas auparavant. En fait, ce qui est hyper malin dans cette démarche, c'est de faire de cloud finalement un outil parfait de tout ce qui est sustainability. L'idée, en fait, c'est de faire en sorte que, effectivement, d'une part, en termes de correspondance d'usage et des ressources, on essaye d'être le plus vertueux possible, et qu'en plus, maintenant, ça devienne un outil au service d'une décarbonation beaucoup plus large. Et donc, en l'occurrence, il se trouve que nous avons lancé une initiative qui s'appelle le Climate Pledge, qui est verticale, c'est-à-dire qu'en fait, on va accueillir toutes les sociétés, quel que soit en fait leur horizon, et pas uniquement IT, pour faire en sorte que tous ensemble, on essaye de décarboner et d'éliminer le carbone. Donc, c'est un framework d'accueil de l'ensemble des sociétés. Il y a plus de 300 signataires aujourd'hui. Très belle conclusion, Philippe. Franchement, nickel. Et puis, c'est parfaitement en adéquation avec l'esprit qu'on a voulu insuffler sur cette Cloud Week Paris 2022. Donc, merci à vous d'être venu témoigner sur ce grand final, on va dire. Voilà, la Cloud Week Paris 2022, c'est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Ça a été passionnant pour nous de l'organiser et d'échanger avec tous les intervenants qu'on a eus. Et j'espère que ça aura été aussi passionnant pour vous. À très bientôt.